qu'on fait là. On le voit ici, on voit le code ICAO, la date, et voilà la trace. Et donc on voit que l'avion l'a probablement décollé ici à Magadino. Il a fait quelques tours de piste, puis il est parti dans cette direction. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que nous appelons le Pi Airmon. C'est un petit dispositif bon marché qui permet de réceptionner les messages des transpondeurs aériens, les afficher en temps réel sur une carte, les sauvegarder dans une base de données et les visualiser ensuite en 3D sur Google Earth. Vous pouvez donc savoir exactement quels avions et hélicoptères sont ou ont été dans le ciel autour de vous. Vous êtes peut-être familier avec des sites comme Flight Radar ou FlightAware, qui ont beaucoup de succès. Moi j'aime beaucoup ça, surveiller le trafic aérien. Le seul problème, c'est qu'ici en Suisse, beaucoup de vols en basse altitude ne sont pas visibles sur ces sites, surtout dans les vallées, car évidemment, ils n'ont pas de récepteurs partout et que les signaux des transpondeurs franchissent difficilement les montagnes. En plus, certaines informations sont censurées, notamment lorsqu'il s'agit de vols officiels ou militaires ou transportant certains potentats étrangers ou autour de certains événements comme le WEF à Davos. Ensuite, si vous voulez visualiser les historiques de vol par exemple, il faut payer. Mais surtout, il faut le dire, c'est cool d'avoir sa petite tour de contrôle à la maison. C'est cool de savoir quel aéronef est dans le ciel, même sans connexion Internet. Ce qui nous a motivé de développer ce produit, c'est que les sociétés d'hélicoptères au Tessin ces dernières années semblent avoir été gagnées par un grand sentiment d'impunité. D'abord, ils volent de plus en plus, notamment à cause de la bulle immobilière dont notre pays est victime et qui pousse les promoteurs à construire dans des régions de plus en plus reculées. Ensuite, pour économiser de l'argent, ils survolent de plus en plus des zones habitées, en se disant sans doute qu'ils passent trop vite pour que les gens puissent relever leurs immatriculations avec des jumelles. Ils s'imaginent que nous sommes trop bêtes ou pas assez courageux pour s'opposer à leurs abus, et que de toute façon nous n'aurions pas les preuves de leur forfait. C'est donc la fin de l'impunité. J'aimerais beaucoup que ce genre de produit se démocratise pour donner aux gens les moyens de résister. Je compte beaucoup sur l'effet dissuasif de ce genre de solution. J'aimerais faire la démonstration que la technologie émancipe les individus, que de simples quidam comme nous pouvons résister à de gros intérêts financiers si nous disposons des bons outils. En d'autres termes, nous souhaitons donner à David une fronde pour son combat contre Goliath. Et si au lieu de lui donner une fronde, nous pouvons lui donner un lance-roquette, nous le ferons aussi. Voici donc le produit Airmon. Il s'agit d'un Raspberry Pi 3, d'un dongle RTL-SDR et d'une carte SD. Le Raspberry Pi est un micro-ordinateur fabuleux car ses spécifications sont open source et qu'il est extrêmement bon marché. Il forme la base de ce qu'on appelle dans le monde aujourd'hui le Embedded Computing ou l'informatique embarquée. Le RTL-SDR est un petit dongle USB qui permet de faire ce qu'on appelle du Software Defined Radio. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire quelques recherches dessus ou à visionner notre deuxième vidéo sur le sujet. En deux mots, il s'agit de pouvoir travailler dans le spectre électromagnétique avec un seul et unique dispositif. Tout le traitement du signal a lieu en software grâce à une librairie qui s'appelle GNU Radio. Avec ce petit dongle, vous pouvez aussi bien écouter la radio FM que AM que décoder certains paquets GSM ou Wi-Fi ou GPS ou TNT ou radio amateur, ou faire un analyseur de spectre, ou bien d'autres choses encore. Votre imagination est la seule limite, presque la seule limite. En l'occurrence, nous l'utilisons pour décoder les paquets Mode S, qui est le protocole des transpondeurs aériens, fonctionnant sur la fréquence 1090 MHz. La carte SD contient le système d'exploitation Raspbian, qui est une version modifiée de Debian pour Raspberry Pi. Debian, bien sûr, est une distribution Linux. Sur ce Linux, nous avons installé différents logiciels, dont les plus importants sont Dump 1090 Mutability, un fork de Dump 1090, qui fait le décodage des messages mode S. ADSB Logger, qui sauvegarde les messages mode S dans une base Postgres avec l'extension GIS.
Google Earth Plot qui traduit des informations de position en fichier KML pour Google Earth. C'est donc un puzzle que nous avons formé en s'appuyant sur le travail des autres et qui forme le squelette de cette solution. Au-dessus de ce squelette, nous avons ajouté un peu de viande, c'est-à-dire une interface web très minimaliste et très simple qui doit permettre à tout le monde de faire fonctionner ces logiciels ensemble. Si vous voulez plus de détails sur ces aspects techniques, je vous invite à visionner notre seconde vidéo. Je vais maintenant vous faire la démonstration du produit. Alors, pour commencer à utiliser le produit, il faut insérer la carte SD. Il faut brancher le dongle RTL-SDR dans n'importe quel port USB et brancher l'alimentation électrique. Le Raspberry Pi 3 est équipé d'une carte Wi-Fi, mais pour configurer le mot de passe du Wi-Fi, il faut d'abord le brancher avec un câble Ethernet. Nous livrons donc un petit câble Ethernet avec la solution. Si vous ne voulez pas brancher le câble Ethernet et configurer le Wi-Fi directement, vous pouvez bien sûr brancher un écran, un clavier et une souris au Raspberry Pi. Il y a un port HDMI et 4 ports USB, donc c'est très simple. Pour l'instant, on fait comme ça. Donc, branchez le câble Ethernet d'un côté dans le Raspberry Pi et de l'autre côté dans votre modem routeur ADSL. Puis, utilisez n'importe quel chargeur de téléphone mobile mini USB pour l'alimentation. Dès que vous branchez l'alimentation électrique, le Raspberry Pi démarre tout seul. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. Il faut donner le temps au Raspberry Pi de démarrer, il faut attendre environ 1 minute. Le Raspberry Pi va acquérir une adresse IP tout seul sur votre LAN, grâce au protocole DHCP. Donc on lui donne 1 minute pour démarrer, et on va sur un autre ordinateur connecté au même réseau, soit en Wi-Fi, soit en Ethernet. Vous pouvez même le faire depuis votre téléphone portable, à condition qu'il soit connecté en Wi-Fi au même modem routeur que celui dans lequel le Raspberry Pi est branché. Ouvrez le navigateur et rendez-vous sur l'adresse suivante. http://airmon. Sous Windows, ça sera simplement airmon. Sous Linux, airmon.local. Et voilà, on découvre notre très simple interface web. Et donc on remarque que si on clique sur Map, le produit fonctionne déjà. Vous n'avez rien besoin de faire. Tout est préconfiguré. Il est déjà capable de vous afficher les avions que vous avez au-dessus de la tête. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va configurer le Wi-Fi. Comme ça, on peut déconnecter le câble Ethernet, ce qui est beaucoup plus pratique. Je suis donc revenu en arrière et je clique ici sur Wi-Fi. Ici, je rentre le nom de mon réseau et le mot de passe. Si votre mot de passe contient des guillemets ou quelques autres caractères spéciaux, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, soit changer le password Wi-Fi, soit utiliser une autre technique pour configurer le Wi-Fi. Je vais donc rentrer mon authentification. Voilà, j'ai rentré l'SSID de mon réseau Wi-Fi, j'ai rentré le mot de passe ici, je clique sur Add Wi-Fi. Il m'a dit que ça l'a ajouté correctement. Je reviens en arrière. Je vois que le Ethernet est bien connecté. Le wireless n'est pas connecté. Je rafraîchis la page. Si le wireless ne se connecte pas, je reviens simplement en arrière et je redémarre le Raspberry Pi. Dès que j'aurai cliqué sur Yes, je vais déconnecter le câble Wi-Fi. Je viens ici, je déconnecte le câble Wi-Fi et je laisse au Raspberry Pi le loisir de redémarrer.
Voilà, le Raspberry Pi a démarré, je lui ai donné environ 1 minute. Et là, je retrouve la même interface, toujours à la même URL, http://hermon.local. Si je clique ici sur Wi-Fi, je vois que l'Ethernet est déconnecté et que le wireless, le WLAN, est bien connecté. Et donc, pour récapituler, c'est très simple. J'ai branché le dongle RTL-SDR dans un port USB, connecté à l'antenne. J'ai la carte USB dans le Raspberry Pi, l'alimentation, et c'est tout ce qu'il faut. Le produit fonctionne. J'ai simplement dû configurer le Wi-Fi pour pouvoir me passer de la connexion Ethernet. Et maintenant, si je viens sur Map, je vois que le produit fonctionne, et fonctionne bien. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages. J'ai donc 3 étages de béton au-dessus de la tête, et pourtant, je suis déjà capable de relever la présence de 6 avions au total, dont 5 sont relevés avec la position. Donc les avions ici qui sont en vert sont les avions dont on a la position exacte. Ce sont des avions qui ont le transpondeur non seulement mode S, mais ADS-B. Le mode S est obligatoire en Suisse. Donc si vous avez un avion au-dessus de la tête, vous le verrez de toute façon ici. Mais s'il a le mode S sans avoir le mode ADS-B, alors vous ne saurez pas exactement où il est. Il apparaîtra donc pas sur la carte ici. Là, on voit par exemple cet avion espagnol, code ICAO 34568A, numéro de vol Victor Lima Golf 6271, altitude 35 000 pieds, volant à 418 nœuds, envoyé 150 messages de tracking. Cet avion ici, hollandais, code ICAO 484556, numéro de vol Kilo Lima Mike 41 Lima, altitude 39 000 pieds, 386 nœuds. Les avions qui ne sont pas en vert sont ceux pour lesquels on n'a pas reçu de paquet ADS-B. En 2020, le ADS-B est obligatoire en Suisse et dans toute l'Europe. C'est donc un bon moment pour lancer ce genre de produit. Voilà, c'est assez évident, il n'y a pas vraiment beaucoup plus à expliquer là-dessus. Cette interface-là est une interface en temps réel. On voit les avions qu'on a au-dessus de la tête en ce moment. Si on revient en arrière, ici on est capable d'interroger la base de données. Donc le produit est configuré pour enregistrer toutes les traces qui sont reçues provenant d'avions se situant à moins de 4000 mètres. 4000 mètres, c'est 13 000 pieds ou le flight level 130. On est dans un endroit du monde où il y a un espace aérien jusqu'au flight level 130. C'est les avions à basse altitude qui nous intéressent le plus. Évidemment, ça peut être changé. Si vous voulez enregistrer la trace de tous les avions, c'est possible aussi. Il faut voir la deuxième vidéo pour des explications techniques plus détaillées. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai vu tout à l'heure un avion faire des tours de piste ici autour de l'aéroport de Magadino. Son code ICAO était 4B448D. Je rentre ça ici. C'est aujourd'hui, on est le 12 août 2019. Je recherche. Je lui donne quelques secondes pour interroger la base de données. Et je vois que des résultats ont été trouvés. Et donc je peux télécharger ici les résultats au format brut, sous la forme d'un fichier date. Et je peux télécharger également le fichier KML. Donc le fichier date, je l'ouvre avec un éditeur de texte. Voilà, ici on voit toutes les traces pour cet avion. On a l'altitude, le numéro de vol, le code ICAO, Eastground, est-ce que l'avion est en l'air ou sur le sol, en l'occurrence en l'air, latitude ici, longitude ici, etc., etc. Ça, c'est le résultat sous forme de texte. C'est le log vraiment des messages reçus par son transpondeur. Si vous voulez une vision un peu plus graphique, vous ouvrez le fichier KML sous Google Earth. C'est ce qu'on fait là.
le voit ici, on voit le code ICAO, la date, et voilà la trace. Et donc on voit que l'avion l'a probablement décollé ici à Magadino. Il a fait quelques tours de piste, puis il est parti dans cette direction, et il est allé s'engouffrer ici dans la vallée, on a perdu sa trace à cet endroit-là. Il faudrait voir dans le fichier texte si c'est bien dans ce sens-là qu'il a voyagé, ou s'il n'est pas venu ici, fait quelques tours de piste pour finalement se poser. Quoi qu'il en soit, on a la représentation graphique en 3D de la trace de son transpondeur qu'on a enregistré dans la base de données. Donc je répète, on se trouve ici dans la banlieue de Locarno, à Minusio, dans un bâtiment, au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 4 étages. On a 3 étages de béton au-dessus de la tête, et pourtant on a bien réussi avec cette toute petite antenne et ce petit dispositif extrêmement bon marché à relever la trace des avions. Si vous avez une vue dégagée sur le ciel, le résultat sera encore plus impressionnant.